D'Emma de Hall, bonjour à tous. C'est une émission spéciale, commémorative, que nous vous proposons ce 26 mars 2020 en compagnie de Louis Mélènec, en l'hommage de 4 Bretons exécutés par le pouvoir royal français il y a jour pour jour aujourd'hui 300 ans, le 26 mars 1720. Le roi Louis XIV, qui a été pour la Bretagne un tyran responsable du massacre sanglant des populations civiles bretonnes, suite à la révolte des Bonnets Rouges de 1675, vient de décéder en 1715 après avoir régné pendant 50 ans sur la Bretagne d'une main de fer. À la nouvelle de sa mort, plusieurs Bretons osent se révolter contre la confiscation des droits et prérogatives extirpées par ce monarque et conspirent pour tenter de redonner à la Bretagne, à l'aide de l'Espagne, sa liberté, conspiration connue sous le nom de conspiration de Pontcallec. Le projet est démasqué, les conspirateurs arrêtés en grand nombre, et malgré le fait qu'ils coopèrent tous et reconnaissent les faits tout autant qu'il n'y a eu aucune violence, le pouvoir décide pour l'exemple, dans notre capitale, place du Bouffay à Nantes, d'en faire décapiter 4 à la hache. De ces 4 hommes, la mémoire collective n'a retenu qu'un nom, celui du marquis de Pontcallec, qu'une chanson populaire en langue bretonne a célébré, Maro Pontcallec, la mort de Pontcallec, mais c'est de ces 4 hommes que nous allons vous parler, monsieur Chrysogon Clément de Guerre de Pontcallec, âgé de 40 ans, monsieur Thomas Simon de Montlouis, âgé de 38 ans, monsieur Laurent Lemoine, appelé le Chevalier de Talouette, âgé de 52 ans, et monsieur François du Couédic, âgé de 47 ans. En tout premier, pour débuter cette émission, nous vous proposons de revivre, d'après les témoignages de l'époque, le récit de cette triste journée du 26 mars 1720. Il est 5 heures du matin dans l'une des salles du château des Ducs de Bretagne lorsque les 20 juges français de la Chambre royale se réunissent une dernière fois afin de rendre leur verdict dans l'affaire pour laquelle ils enquêtent depuis octobre 1719, l'affaire des gentilshommes bretons ayant comploté avec l'Espagne pour redonner sa liberté à la Bretagne. C'est par ordre du régent que ces juges français se sont rendus en Bretagne pour venir rendre la justice à l'extérieur de leur juridiction. La Bretagne, qui jusqu'à la Révolution appliquait sa propre justice coutumière, aurait dû elle-même désigner des juges pour délibérer sur cette affaire, et leur venue déroge une fois de plus aux libertés particulières de la Bretagne. Les troupes militaires ont eu ordre de parer à tout risque d'insurrection populaire bretonne que le jugement de cette affaire pourrait provoquer. Dès 9 heures du matin, les commandants militaires de la garnison du château de Nantes ont distribué aux 160 hommes chargés de la sécurité du château poudre et balles et fait pointer sur la ville de Nantes 6 canons. À 3h30 de l'après-midi, le verdict tombe. Déclarent les sieurs de guerre de Pontcallec, de Montlouis, Lemoine, appelé ordinairement le Chevalier de Talouette, et du Couédic, atteints et convaincus des crimes de lèse-majesté et de félonie, pour réparation desquels ils sont condamnés à avoir la tête tranchée sur un échafaud qui sera dressé sur une place publique de Nantes. La lugubre tragédie vient de commencer. À 17 heures, on fait monter Pontcallec de sa cellule. Il a froid, il a de la fièvre, il est prisonnier depuis plusieurs mois et il se fâche. « Mordieu, que me veut-on? Est-ce que l'on ne me laissera jamais en repos ?» Il demande si ce sera pour longtemps. On lui répond qu'on ne sait pas, mais qu'il fera bien de se couvrir car il pourrait avoir froid. Par sa fenêtre, il aperçoit la cour du château remplie de gardes et de soldats. « C'est parce qu'on attend le maréchal d'Estrée, gouverneur du château, qui doit arriver aujourd'hui, lui dit-on. » Arrivé dans la salle du parquet, où se tient le greffier M. d'Evry, on demande à Pontcallec de se mettre à genoux pour recevoir la sentence. Il va avoir la tête tranchée. Pontcallec n'y croit pas. « Monsieur d'Evry, je vous ai tout dit. Il faut donc que je meure, moi qui ne suis pas l'auteur de tout ceci ?» Le bourreau s'avance pour lui lier les mains. Pontcallec proteste et résiste. 2 valets empoignent les mains de Pontcallec qui se tord les larmes aux yeux. Il les attache de force, le fouille, lui enlève son chapeau et vide le contenu de ses poches, à l'exception de son mouchoir, puis il est poussé dans la chapelle. Dans la chapelle, des religieux l'y attendent, des pères carmes. Ils ont été appelés au château sans en connaître le motif et ont tout juste reçu la nouvelle du prévôt de gendarmerie, M. de la Griollet. Ils sont là pour prendre la confession de 4 hommes et les aider à ordonner leurs affaires, car il a été décidé que dans moins de 2 heures,
l'exécution devra être chose faite. 4 gardes et archers se tiennent au milieu de la chapelle dont les portes sont fermées. L'un des religieux s'approche du marquis de Pontcallec pour tenter de le calmer, mais il ne peut y parvenir. Pontcallec le repousse en jurant. « Mordieu, quand j'aurais tiré 1000 coups de fusil, qu'en eût-il été davantage? J'ai été un grand bête de ne pas me défendre. » L'un après l'autre, les condamnés arrivent dans la salle du parquet. Messieurs de Montlouis, du Couëdic et de Talouette reçoivent, tout comme Pontcallec, à genoux la sentence, puis se font lier les mains et sont emmenés dans la chapelle. Lorsque Pontcallec aperçoit Talouette, il s'écrie « Voilà un bien honnête homme que l'on fait mourir. Ah, mon ami, quelle injustice! Quelle injustice! Lier les mains à des gentilshommes! Cela ne se doit pas faire! Nous condamner à mort sans avoir tiré l'épée, ni un seul coup de pistolet contre l'État! Voilà donc cette chambre royale qu'on dit agir avec tant de douceur? Quelle douceur! Tant de fois on m'avait dit, Pontcallec, dis tout, déclare tout ce que tu sais, c'est le seul moyen de n'avoir point de mal. J'ai fait tout ce qu'ils m'ont demandé et ils ne tiennent pas ce qu'ils m'ont promis. Nous sommes donc les 4 victimes pendant qu'on en épargne tant d'autres plus coupables que nous. Les 4 hommes ne réalisent pas. Où est donc mon chapeau? Demande M. du Couëdic. Qu'avons-nous à faire de nos chapeaux? Lui répond Pontcallec. On nous en ôtera bientôt le moule. Je ne suis pas si affligé de mourir, dit M. de Talouette, que de laisser ma pauvre femme désolée avec des enfants sans ressources. Oui, sans aucune ressource. Talouette demande à l'un des confesseurs d'écrire pour lui à sa femme avant de se reprendre. Non, ne lui écrivez pas d'abord, parce que je crains qu'en recevant la nouvelle de ma mort, elle meure de douleur, d'autant plus que c'est elle qui est cause que je suis ici. Cause innocente, elle croyait bien faire, aussi bien que tous mes amis qui me conseillèrent comme elle de me rendre, parce qu'ils s'imaginaient que le prince régent ne demandait qu'une soumission. Écrivez d'abord à Madame Sainte-Catherine, religieuse à Guéméné, elle préparera Madame de Talouette à une si triste nouvelle. La confession donnée au père, le prévôt de gendarmerie, M. de la Griollet, entre dans la chapelle avec du papier, des plumes et de l'encre, et demande à l'un des religieux de prévenir les condamnés. S'ils ont quelques dettes, il s'offre à les inscrire et à les faire payer. Pontcallec et Montlouis dictent au prévôt de gendarmerie quelques noms et affaires est réglée. M. de Talouette, lui, répond très froidement qu'il n'a pas une dette que sa femme ne connaisse pas et qu'elle s'en acquittera. Quelques minutes après, de la Griollet entre à nouveau pour demander au père s'ils ont fini de rédiger leurs lettres temporelles. Rédiger des courriers d'adieu les mains nouées en quelques minutes, Pontcallec lui répond d'une voix emportée. 2 heures pour mettre ordre à toutes nos affaires temporelles et à notre conscience, monsieur de la Griollet? Les Turcs nous en donneraient plus de temps. Pour les autres, les réponses varient. Monsieur de Talouette est prêt, monsieur du Couëdic souhaiterait au moins 8 jours pour mettre en ordre toutes ses affaires, et monsieur de Montlouis, lui, fait la demande de disposer au moins de toute la nuit pour bien faire. Le père Nicolas demande à monsieur de Talouette s'il est sûr de ne pas souhaiter plus de délai. Hélas, mon père, ce délai ne servirait-il point de piège aux démons pour nous perdre? Pour moi, je suis tout prêt. Pourquoi attendre à demain à mourir? Le prévôt de gendarmerie consent à aller porter la requête des autres, mais il revient bientôt avec pour seule réponse la question de savoir, sans attendre, où ils souhaitent que soit enterré leur corps. Les 4 demandent à être enterrés ensemble dans l'église des Carmes de Nantes. La porte de la chapelle s'ouvre à nouveau. C'est le bourreau qui vient d'entrer pour les emmener. Monsieur du Couëdic s'exclame. « Ô mon trompeur, quel malheur! Après 28 ans de service, voilà donc ma récompense. J'ai de moi-même exposé 1000 fois ma tête pour le prince, et aujourd'hui il me l'a fait trancher sur un échafaud. » Les condamnés descendent dans la cour du château, et c'est à ce moment que la femme de Montlouis, prisonnière dans les étages, aperçoit son mari. « Adieu, mon cher mari, je ne vous verrai plus !» Désespérée, elle veut se jeter dans le vide, mais sa compagne de cellule la retient, en même temps que son mari lui répond d'en bas. « Adieu, ma chère femme, adieu, je vais mourir !» La porte massive du château des Ducs de Bretagne s'ouvre, et les condamnés empruntent le pont-levis pour se rendre sur la place du Bouffay. L'autorité militaire a pris de formidables précautions. Dès 5 heures, elle a fait fermer toutes les portes de la ville de Nantes avec la défense aux populations de sortir et un régiment tout entier,
le régiment d'infanterie Saint-Simon a fait évacuer la place du Bouffay et fait condamner les rues qui y aboutissent en formant des barricades avec des charrettes entrecroisées que 3 rangs de soldats garantissent. Les habitants qui veulent rentrer chez eux ne peuvent le faire qu'accompagnés d'un officier. L'échafaud d'1,80 m de haut a été dressé au centre de la place et on y accède au moyen d'une échelle. Un lourd billot a été placé dessus pour y trancher les têtes. Il est 8h30, il fait nuit. En tête, 8 gardes de la chambre royale, à cheval, avancent 2 par 2 chacun un flambeau à la main. Derrière, les condamnés les suivent à pied, accompagnés des religieux des Carmes et du bourreau. Pour fermer la marche, tous à cheval, le greffier de la chambre royale est suivi de 2 huissiers des requêtes de l'hôtel, du prévôt des gardes de la chambre, puis de 16 autres cavaliers de la maréchaussée, tenant chacun un flambeau à la main. À la sortie du château, le greffier fait une halte pour lire du haut de son cheval le texte de l'arrêt, puis demande au bourreau de le faire appliquer. Derrière les rangs de soldats, le peuple se presse, apitoyé et surpris, regardant sans comprendre ces hommes qui vont mourir. Plusieurs crient et pleurent. « Vous voyez, mon père, dit M. de Talouette à son confesseur, nous nous laissons conduire comme des agneaux à la boucherie. Je n'ai dans le cœur aucun sentiment de haine contre ceux qui me font mourir. » Le cortège reprend la marche et arrive place du Bouffay. M. de Talouette lui dit aussi ceci. « C'est ici, mon père, notre calvaire. »« Oui, monsieur, répond le religieux. C'est ici votre calvaire. C'est ici que vous devez quitter la terre pour aller au ciel. Les cieux sont déjà ouverts pour vous recevoir. Pater fiat voluntas tua. Père, que votre volonté soit faite. » Les condamnés se placent en ligne sur un côté de l'échafaud. Monsieur Duquédic, en regardant la plateforme, dit ceci. « Oh, mon trompeur, quel malheur! Après 28 ans de service, voilà donc ma récompense. » Poncalec, qui regarde l'échafaud, s'exclame. « Ah, quel étrange spectacle !» Le greffier lit une dernière fois l'arrêt et demande au bourreau de l'exécuter. « Par lequel il faut commencer ?»« Celui que vous voudrez, répond le greffier. Mais le prévôt de la Griolée rajoute « Prenez celui que vous voudrez, mais gardez monsieur de Poncalec, le dernier. » Le bourreau appelle alors le premier. « Monsieur de Montlouis, pourquoi moi le premier? Vous en souffrirez moins. » Il dit adieu à ses compagnons et tous s'embrassent pour la dernière fois. L'exécuteur monte sur la plateforme, puis Montlouis et son confesseur. Le bourreau lui délie les mains et veut le déshabiller, mais Montlouis demande à le faire lui-même. Il enlève son juste au corps, sa veste, et voyant que l'épingle de sa chemise est trop longue à défaire, il l'arrache. Le bourreau rabat la chemise derrière ses épaules, puis Montlouis se met à genoux, pose sa tête en position, et le bourreau attache ses mains au pied du billot. « Suis-je bien de cette façon? Mon Dieu, ayez pitié de moi !» Un valet du bourreau maintient la tête de Montlouis en tirant dessus, tandis que le bourreau abat sa doloire d'un grand coup. La hache n'a pas encore séparé la tête du corps, et il faut qu'un second valet donne 2 coups forts de maillet sur le dessus de la hache pour que la tête tombe. Le sang coule à flots. Les pères confesseurs font tous leurs efforts pour ne pas que les autres condamnés regardent ce spectacle. L'exécuteur vient chercher M. de Talouette, que son confesseur empêche d'avancer. « Allons, mon père, allons !» dit le bourreau. « Avez-vous encore quelque chose sur la conscience ?» dit le père. « Non, mon père, répond Talouette. » Puis il monte sur l'échafaud et enlève lui-même son habit et sa veste. Quand le bourreau déchire sa chemise, Talouette est pris d'un sanglot, se met à crier. « Ah, messieurs, priez Dieu pour moi !» Plusieurs assistants dans la foule se découvrent et lui répondent qu'ils le feront. Il pose sa tête sur le billot en disant 2 derniers mots. « Jésus Maria !» Le bourreau assène un grand coup. La tête est tranchée mais reste suspendue par encore un peu de peau qu'un des valets finit de couper. Le père Nicolas, qui est resté devant pour encourager son confessé jusqu'à la mort, est sous le choc et ne s'aperçoit pas que tout son visage et ses habits sont recouverts du sang de Talouette qui a giclé par ses 2 carotides. Il redescend pour encourager les 2 autres. « Ah, messieurs, que je suis édifié! Quelle belle mort !»« Oui, dit Poncalec, où trouver au monde un plus honnête homme que l'était monsieur de Talouette ?»« Ah, monsieur, imitez-le donc !»
dit le père Nicolas. Imitez sa générosité à souffrir chrétiennement. L'un des religieux avertit alors le père qu'il est couvert de sang. Il tâche de s'essuyer. Le bourreau range les deux cadavres sur un côté de l'échafaud, il en rapproche les têtes, puis l'un de ses aides vient chercher M. Duquedic. Celui-ci monte et se déshabille lui-même en répétant « Jesus Maria Credo ». Il pose sa tête sur le billot et le bourreau la tranche d'un seul coup. M. de Pontcallec est resté le dernier et il a tout vu. Il se tourne vers le greffier qui était assez loin et à qui il avait confié de l'argent pour faire dire une messe en son nom, puis lui dit « Monsieur, vous avez de l'argent à moi, n'oubliez pas, je vous prie de faire prier Dieu pour moi. » Le greffier le promet. Pontcallec se retourne alors vers les pères Carmes. « Je ne veux de mal à personne, je pardonne de bon cœur à tous ceux qui m'en ont fait. » Le bourreau le presse de monter. Pontcallec hésite, veut parler à ceux qui sont au pied de l'échelle. Enfin, il gravit les échelons d'un pas mal assuré. Certains ont pensé qu'il avait espéré jusqu'au dernier instant une grâce ou un secours inattendu. Les aides de l'exécuteur le déshabillent. Il répète lui aussi « Jesus Maria », puis cette prière « Pater in manus tuas commendo spiritum meum ». Entre tes mains, je remets mon esprit. Il s'agenouille, mais résiste, se retire, se tord. Le bourreau lui crie « Tendez donc le cou !»« Je ne peux pas davantage » dit Pontcallec. Le valet tire la tête en avant de toutes ses forces, par les cheveux puis par les oreilles. Le malheureux pousse des cris et se rejette en arrière. Le bourreau assène un coup de sa doloire qui ne suffit pas. Il faut frapper dessus à grands coups de maillet. Le sang ruisselle partout, puis enfin, la tête est séparée. L'exécution des 4 a duré une demi-heure. C'est fini. L'atroce opération est terminée. En ce 26 mars 1720, à Nantes, il y a 300 ans, le sang de 4 gentilshommes bretons a coulé pour satisfaire l'abominable raison d'État. Kaitura malus dit, Kaitura malus dita. D'Emma Louis, nous venons de raconter les dernières heures de 4 gentilshommes bretons et d'entendre un extrait de la chanson Maro Pontcallec, interprétée par Guelta Zarfur, que nous écouterons dans son intégralité pour conclure l'émission, mais nous n'avons encore rien expliqué de cette affaire. Est-ce qu'en 2020, parler de l'affaire de Pontcallec est encore d'un intérêt général ? Oui, alors d'abord pour une raison un peu secondaire, c'est que tout le monde connaît le nom de Pontcallec. On entend l'air de la guerre de Pontcallec dans toutes les fêtes folkloriques et dans tous les festivals bretons, mais je présume que à peu près personne ne sait qui est Pontcallec. Alors j'ai lu, bien sûr, dans la littérature qui s'écrit sur la question, de dire que les historiens, je parle des historiens avec 2 Y, H-Y-S-T-O-R-Y-E-N-S, prétendent que le sujet est totalement dépassé et qu'il ne présente aucun intérêt. Non, ce n'est absolument pas vrai, parce qu'il faut bien savoir ceci, et je le dirai en une phrase ou deux, c'est que la conspiration de Pontcallec qui survient en 1718 et en 1720, durant ces 2 années, c'est la dernière fois que des Bretons vont oser se soulever contre l'État occupant, c'est-à-dire la France. Donc c'est un sujet tout à fait d'actualité, car nous savons très bien les débats qui se poursuivent à l'heure actuelle quotidiennement autour de Nantes et ailleurs, non pas de la réunification, je déteste ce mot, mais de la réintégration de la perle de nos yeux, la Loire-Atlantique et Nantes dans notre territoire national. Donc, ça fait partie de notre histoire et vous allez voir qu'elle est intéressante. Quelle est la situation politique, économique et morale de la Bretagne annexée depuis 1532, lorsqu'en 1715, le roi Louis XIV décède?
Alors là aussi, il est très important de répondre clairement à cette question. Le soulèvement de Pont-Calec et de ses associés n'est pas du tout dû à l'effet du hasard. La situation de la Bretagne en 1715 est véritablement catastrophique. Le roi Louis XIV a régné assez jeune en 1661 à partir de la mort de son premier ministre Mazarin, règne extrêmement long puisqu'il meurt le 1er septembre 1715, début de notre affaire. Il a frappé le royaume et la Bretagne, qui est considérée comme pays étranger, mais qui est tout de même frappée par la fiscalité française, d'impôts absolument écrasants. Louis XIV a été pendant la moitié de son règne en guerre, a dépensé pour sa cour et pour ses châteaux et pour cette vie de luxe des sommes absolument considérables et ruiné son pays. Toutes les provinces françaises et les provinces limitrophes comme la Bretagne ont été frappées. La situation financière de la Bretagne est catastrophique. En 1715-1716, selon les mémoires qui circulent, la Bretagne peut espérer avoir une recette de 5 millions de livres, alors que ses dépenses sont de 9 millions de livres. Vous comprenez très bien ce qui va se passer si l'on continue en quelques années. On est déjà dans le rouge et on va aller beaucoup plus loin. Donc sur le plan financier, il faut absolument qu'on reprenne les choses en main et qu'on redresse la situation. Deuxième point, le potentiel humain est utilisé comme des bêtes de somme. Vous savez qu'après l'annexion de 1532, la France petit à petit s'est emparée de toutes les richesses de la Bretagne, de son commerce, de ses exportations, de sa flotte. Et il commence à ce moment-là des colonies importantes, notamment de l'autre côté de l'Atlantique. Les États européens, l'Angleterre, la France, l'Espagne, le Portugal, ont inventé des techniques extrêmement sophistiquées en matière de navigation. Et cette époque est caractérisée par une expansion dans les pays qui sont situés outre-mer, aux Amériques, en Afrique, en Asie. La Bretagne, par sa situation, par sa flotte, qui était la deuxième d'Europe, avait devant elle un destin mondial. Elle aurait pu exporter son savoir-faire, ses paysans, ses commerçants, dans tous les pays qu'elle a d'ailleurs conquis pour la France. Et elle aurait pu notamment faire parler la langue bretonne dans tous ces pays-là, comme aujourd'hui on parle l'anglais, on parle le portugais, on parle l'espagnol. Par la faute de Louis XIV, qui a accaparé toutes les armées, l'administration et la marine bretonne, ces conquêtes outre-mer tombent dans l'escarcelle de la France et pas du tout de la Bretagne, alors que ce pays, avec sa situation et sa flotte qui était très importante, avait une vocation comme celle de l'Angleterre, comme celle du Portugal, comme celle de l'Écosse, etc. C'est une perte énorme parce que nous avons raté notre destin mondial. Et voilà pourquoi nous sommes aujourd'hui un petit pays. Mais le dernier mot n'est pas dit, puisque nous avons une diaspora qui compte plusieurs millions de personnes et qui sont très actifs dans tous les pays cités. Il y a eu également des entraves extrêmement importantes au commerce. Avant l'arrivée de Louis XIV, pendant un siècle et demi environ, la Bretagne a été laissée à peu près tranquille pour organiser son commerce. Et elle a connu à cette époque une période très faste. On appelle d'ailleurs cette période l'âge d'or de la Bretagne. Mais arrivé au pouvoir, Louis XIV massacre toutes les provinces de France et les autres comme la Bretagne d'impôts considérables. Et notamment en Bretagne, on invente toutes sortes de choses pour empêcher la Bretagne de continuer à prospérer par son commerce. Vous savez sans doute que la Bretagne fournissait en toile de navires à peu près un huitième ou même un quart, j'ai lu quelque part, des navires du monde. Ça peut paraître anecdotique, mais ça ne l'est pas. Songez que le Japon est devenu la deuxième puissance à une certaine époque récente mondiale, simplement par des exportations comme des ordinateurs, des automobiles, etc. Eh bien, la Bretagne, à l'époque, elle est très prospère grâce à son commerce de toile, son commerce de vin, son commerce de sel. Donc, le pays est ruiné par les impôts de Louis XIV. Il y a aussi une chose qui est très importante. En 1675, 40 ans auparavant, la Bretagne a été massacrée par les armées de Louis XIV, car en 1670, 10 ans environ après son arrivée au pouvoir, il a déclenché une guerre féroce à l'égard de la Hollande, qui n'avait rien à se reprocher d'ailleurs, et il a exigé de la Bretagne un impôt de 2 millions de livres. C'est une somme considérable pour un petit pays comme la Bretagne. Ceci étant fait, et la Bretagne ayant accepté de payer ces 2 millions de livres, 2 années plus tard, Louis XIV a prétendu lever encore 2 millions.
Le pays s'est soulevé dans des conditions que vous savez, c'est la révolte des bonnets rouges de 1675 qui a gagné une grande partie de la Bretagne. 10 000 soldats ont été ramenés du Palatinat, c'est-à-dire de l'autre côté du Rhin, et ont fait des milliers de morts. Donc, la Bretagne, en 1672, 2 ans après le déclenchement des hostilités, est à genoux. Elle n'a plus d'armée depuis longtemps, elle n'a plus d'argent, elle est déficitaire, et elle s'est laissée massacrer parce qu'elle n'avait aucune possibilité. Madame de Sévigné, que vous connaissez par son nom, car elle avait épousé un seigneur breton de la région de Rennes, et a entretenu une correspondance extrêmement abondante, Dieu merci pour nous, avec sa fille Madame de Grignan, et Madame de Sévigné écrit à sa fille, vous pouvez dire qu'après ces massacres, il n'y a plus de Bretagne. Je répète, Madame de Sévigné écrit à sa fille, vous pouvez dire qu'après ces massacres, il n'y a plus de Bretagne. Donc voilà la situation de la Bretagne à cette époque, elle est dans un état catastrophique. Et c'est ce qui explique que des Bretons, des jeunes pour la plupart, vont essayer d'agir militairement même contre l'État occupant. Est-ce qu'on peut dire avec certitude qu'à la mort de Louis XIV, les Bretons se sont sentis soulagés, plus libres de réclamer et vouloir faire respecter leur liberté? Absolument, mais pas seulement les Bretons, c'est tout le royaume de France qui est extrêmement soulagé. Vous savez que certains rois de France ont été très regrettés, comme le bon Saint-Louis, et qui est mort en 1270, si je me souviens bien. Il y a eu des rois qui étaient très regrettés, mais d'autres ont été absolument détestés. C'est le père de Louis XI qui était un bonhomme abominable, qui est l'auteur de cruautés invraisemblable dans son royaume. Aux États généraux de 1484, il était mort l'année précédente, eh bien, les délégués ont dit tout le monde avait peur du roi, y compris les arbres et les fleurs dans les jardins. On avait peur de cet homme. Eh bien, c'est la même chose pour Louis XIV. Louis XIV est un homme extrêmement redouté. Et par exemple, ses enfants, parce qu'il en a, et ses petits-enfants, ont peur de lui. C'est quelque chose de très étonnant. Donc, la Bretagne, et pas seulement la Bretagne, mais tout le royaume est extrêmement soulagé, et pas seulement tout le royaume de France, toute l'Europe est soulagée de la mort de cet homme, car la moitié de son règne, je vous l'ai dit, il a occupé à des guerres dont certaines ont été d'une cruauté exceptionnelle. Est-ce qu'on peut dire qu'à partir de 1532, en perdant sa souveraineté, la Bretagne a perdu une part de sa démocratie? Alors, le gouvernement des ducs pendant plusieurs siècles a été un gouvernement pondéré et un gouvernement modéré. Les ducs étaient aimés de la population pour l'essentiel. Puis il y a eu aussi, parmi eux, que salaud, bien entendu, mais dans l'ensemble, les ducs avaient une très haute idée de leur fonction et ils avaient instauré petit à petit, avec en face d'eux, bien entendu, les Bretons que nous connaissons bien avec leur caractère contestataire et qui ne se laissent pas faire facilement, une sorte de, non pas une démocratie, ça, le terme serait tout à fait anachronique, mais un gouvernement représentatif, c'est-à-dire que les ducs consultaient, ils avaient des bureaux, ils avaient des fonctionnaires, ils avaient même des docteurs et des licenciés en droit là où se trouvait leur gouvernement, et donc les grandes mesures qui étaient appliquées en Bretagne étaient décidées collectivement, après des consultations dans les bureaux, si on peut les appeler ainsi, du duc, après discussion par le gouvernement du duc qui s'appelait le Conseil ducal, et surtout par le vote tous les 2 ans des lois et du budget par notre Assemblée nationale qui portait à l'époque le nom d'État de Bretagne. Alors, vous savez que de 1487 à 1491, pendant 4 années et demie, la France nous a infligé une guerre atroce avec des cruautés, des destructions abominables, et que la duchesse Anne, en 1491, nous reviendrons sur le sujet parce que c'est très important, a été obligée, elle a été contrainte pour essayer de sauver le peu qui restait de son pays, d'épouser le roi Charles VIII de France, alors qu'elle était déjà mariée d'une façon canoniquement valable avec le roi des Romains qui deviendra plus tard l'empereur du Saint-Empire, Maximilien d'Autriche. Bien, alors, remariée avec Louis XII en 1499, la duchesse Anne rétablit une souveraineté totale de la Bretagne. Elle meurt malheureusement très jeune, à 37 ans, en 1514. Et là, sa fille, Claude, malgré elle, parce que la pauvre fille est une
potiche, elle obéit à son père qui vit encore, Louis XII, épouse François d'Angoulême qui devient François Ier. François Ier, jusqu'en 1532, va mettre en place ses pions, c'est-à-dire des gens qui sont, appelons-les par leur nom moderne, des collabos, et qui vont s'emparer de tous les pouvoirs. Et en 1532, la Bretagne est annexée. Comment dans les différents pays, d'une façon générale, les pouvoirs s'exercent sur les territoires? Alors, le schéma pour tous les pays du monde est le suivant. En haut de la pyramide politique, il y a ce qu'on appelle un souverain, et qui porte des noms divers. Il est important de le souligner parce que en Bretagne, nous avons un souverain qui s'appelle un duc, et en France, il y a un souverain qu'on appelle un roi. Mais le duc est roi en Bretagne parce qu'il a tous les pouvoirs souverains entre les mains. Chaque pays a sa propre terminologie pour désigner le nom du souverain. Outre le souverain, il y a évidemment dans tous les pays un principal ministre. Le souverain joue un rôle souvent plus symbolique que pratique. Il symbolise l'État, il dirige les armées lorsqu'il y a la guerre, il impulse, quand il est intéressé par le gouvernement de son pays, les lois et parfois le budget, mais il y a toujours un personnage qui apparaît à sa place et qui gouverne effectivement le pays, c'est le principal ministre. Chez nous, au Moyen-Âge, c'était le chancelier, en France, c'était également le chancelier, mais cette fonction porte d'autres noms dans les autres pays. Et en dessous du Premier ministre qui coordonne l'action du gouvernement, il y a un gouvernement partout, dans tous les pays. Chez nous, c'est le Conseil ducal. En France, c'est le Conseil royal. Dans d'autres, c'est le government, le gouvernement. Et en dessous de ces institutions qui sont au sommet, il y a des assemblées représentatives. Elles n'existent pas partout, mais je vous l'ai dit, nous avons en Bretagne une assemblée nationale qui porte le nom d'État de Bretagne et un parlement qui est une cour supérieure de justice. Il est évident que dans tous les pays qui sont vastes, il y a aussi des gouvernements locaux. En France, pendant longtemps, le roi siège à Versailles. En Bretagne, pendant longtemps, le roi, c'est-à-dire le duc, siège principalement à Nantes. Mais sur le plan local, on a besoin de fonctionnaires locaux. On sait très bien aujourd'hui, Louis Mélènec, notamment grâce à vous, que 1532 a été une annexion française, illégale au titre du droit international, prise par la France sans qu'aucun Breton n'ait eu ou pu y faire quoi que ce soit, mais la France, pour mieux faire passer la pilule, s'était engagée à respecter certaines particularités bretonnes, notamment la non-ingérence dans les affaires financières de notre pays. Jusqu'à la Révolution française, ces promesses françaises ont-elles été respectées? Absolument non. Les Bretons ont été roulés en 1532. Ils ne pouvaient pas faire autrement, je crois, parce que la puissance de la France était considérable. Et en 1532, comme vous le savez sans doute, le roi régnant à l'époque est venu avec plusieurs milliers de soldats entourer la ville de Vannes où l'on avait convoqué les États de Bretagne. Donc on leur a fait des promesses. On leur a dit si vous acceptez, et ils n'étaient pas du tout décidés à accepter cela, d'avoir avec les Français un roi commun, parce que c'était une union personnelle et non pas une intégration au départ, nous nous engageons, nous Français, à respecter toutes vos institutions et toute votre façon de fonctionner au plan institutionnel. C'est-à-dire que vous conservez votre chancelier, votre premier ministre, votre gouvernement, vos États de Bretagne, c'est-à-dire votre Assemblée nationale, votre Parlement, et vous continuerez exactement, sont-ils engagés par un édit, par écrit, comme si vous étiez gouverné par un duc. Bon, la dynastie, il n'en était plus question, puisque Claude de France, fille de Louis XII et d'Anne de Bretagne, avait été obligée d'épouser François Ier, roi de France. D'ailleurs, pendant quelques années, François Ier a porté le titre de duc. Mais, très vite, dès l'année suivante, la France a violé tous ses engagements essentiels. Les fonctions de Premier ministre ont été supprimées et à partir de là, la Bretagne a été gouvernée par le chancelier de France, donc elle a été gouvernée à Paris puis à Versailles, et par le vice-chancelier qui était une sorte de collabo local français nommé par le pouvoir central en Bretagne. Donc, les Bretons n'ont plus de chancelier et rapidement, ils n'ont plus de gouvernement. Et que devient un pays placé sous la coupe d'un autre? Il devient une colonie. Il est gouverné de l'extérieur et il n'a plus de vocation nationale propre. Ensuite, la dynastie ayant été supprimée, le Premier ministre aussi, le gouvernement aussi, il ne leur reste plus que deux institutions
qui sont les États de Bretagne, l'Assemblée nationale donc, composée des trois ordres, la noblesse, le clergé et le tiers-État, et le Parlement, qui est une cour de justice supérieure et qui avalise les décisions prises par elle et par les États de Bretagne. C'est-à-dire que pour devenir applicables en Bretagne, les textes de loi venant de Versailles doivent être approuvés par les États de Bretagne et deuxièmement enregistrés dans les registres du Parlement. Donc tout va changer en Bretagne au fil des décennies. Par exemple, les Bretons devaient voter leurs impôts. Eh bien, Versailles va faire pression constamment sous Louis XIV pour leur imposer des impôts qui ne sont pas dus. Les lois, en principe, doivent être enregistrées par les Bretons au sein de leur Parlement. On va leur imposer des lois et toutes sortes de choses. La Bretagne est colonisée, littéralement. Elle devient une colonie de la France parce qu'elle ne fonctionne plus du tout comme sous les ducs, car en ce temps-là, elle était parfaitement souveraine et il y avait un véritable échange entre le duc, son gouvernement, son chancelier, le Parlement et les États de Bretagne. Donc la Bretagne devient véritablement une colonie. Plus tard, comme le disait Marcel Texier, après 1789, ça va être bien pire, parce que c'est là que nous allons être écrasés. Et Marcel Texier a une jolie formule. Il dit qu'après 1789, la Bretagne a été tellement écrasée, si vous le savez, qu'elle est devenue le trou du cul de l'Europe, sous l'influence de la France. Donc, pour répondre à votre question, la France s'est engagée solennellement à respecter toutes les institutions et tout le fonctionnement institutionnel de la Bretagne, et elle n'a rien respecté du tout. Ça, il faut être clair. J'ai lu dans un mauvais livre, je ne citerai pas son auteur, il dit ça a été très bien de 1532 à 1789, il y avait un traité, ce n'est pas vrai, je l'ai démontré d'ailleurs, gardons ce régime et remettons-le en fonctionnement si nous le pouvons. Non, ça s'est passé extrêmement mal et précisément le soulèvement fiscal de 1675 et la conspiration de Pont-Calais se situent dans cette période. Voilà. Donc, comme d'habitude, zéro pointé pour la France, violation perpétuelle de ces engagements. Alors que les Bretons, eux, ayant obtenu un édit en 1532, sont prêts à le respecter. D'ailleurs, que pourraient-ils faire? Ils n'ont plus d'armée. Voilà, je crois avoir répondu à votre question sommairement. La période 1532-1789 est une période de conflit perpétuel entre la Bretagne et la France est souvent obligée devant cette obstination, car c'est une caractéristique nationale chez nous, et on la connaît très bien en France, la France est obligée de s'incliner bien souvent. Voilà. Pourquoi, après notre invasion, la France a supprimé en Bretagne la fonction de chancelier, mais a conservé celle de vice-chancelier? Alors, les fonctions de vice-chancelier ont été créées par les ducs. Je ne pourrais pas vous dire la date, mais ça doit être au début du XVe siècle. Pourquoi? Parce que les fonctions gouvernementales sont devenues très complexes. Il y a, je vous l'ai dit, un premier ministre qui s'appelle le chancelier, il y a des ministres qui s'appellent les conseillers ducaux, mais le vice-chancelier a besoin lui aussi d'être aidé par une personne compétente, et donc les ducs ont instauré un vice-chancelier. Mais la différence est très importante, c'est que sous les ducs, le vice-chancelier est, comme le chancelier, un breton. Les Bretons se gouvernent par eux-mêmes et non par l'extérieur. Alors que sous les rois de France, qui ont supprimé le Premier ministre, c'est-à-dire le chancelier, il leur a fallu, sur le plan local, un fonctionnaire qui leur obéisse. Et ils ont continué à nommer donc des vice-chanceliers, eux aussi, avec cette différence fondamentale que le vice-chancelier est nommé par la France et il n'est qu'une courroie de transmission, espionnage aussi bien sûr, une courroie de transmission du pouvoir royal pour lui obéir, à ses ordres. Donc il y a toujours un vice-chancelier en Bretagne sous Charles VIII, il sera supprimé par la suite, mais sous Charles VIII, c'est un fonctionnaire français qui obéit au roi de France. Qui exerce le pouvoir dans le royaume de France à la mort de Louis XIV? Alors qui est à la tête du gouvernement central? Louis XIV, nous l'avons dit, et on finira par le savoir aussi, est mort le 1er septembre 1715. Le problème se pose de savoir qui va gouverner à sa place. Son arrière-petit-fils, Louis, devient roi sous le nom de Louis XV. Louis XV est né en 1710. Il a donc 5 ans
quand son grand-père, Louis XIV, meurt, il est donc dans la totale incapacité de gouverner. Et ça, c'est aussi une institution propre à presque tous les pays du monde. Lorsque le roi meurt, ou le souverain, disons, parce que nous venons de dire qu'il porte des titres divers, si le successeur désigné, pour des raisons de parenté le plus souvent, est jeune, s'il est mineur, il faut évidemment que l'on désigne à sa place, pendant la période nécessaire pour qu'il atteigne sa maturité, quelqu'un qui prenne en charge le gouvernement du pays. Donc en France et dans beaucoup de pays, ça s'appelle régent. Et lorsque Louis XIV meurt, le régent est déjà désigné, c'est son neveu. Louis XIV, en effet, a un frère qu'on appelle Monsieur, duc d'Orléans, d'une richesse immense. Saint-Simon dit d'ailleurs, on aurait tout aussi bien pu l'appeler Madame. Néanmoins, il a fait 2 enfants, 2 fils, et notamment le deuxième fils s'appelle Philippe d'Orléans, qui va accéder à ses titres et à sa fortune. Donc c'est ce Philippe d'Orléans qui va être nommé régent pendant le temps nécessaire que le jeune Louis XV atteigne sa maturité. De 1715, mort de Louis XIV, jusqu'à sa mort 1723. Il est marié, c'est intéressant aussi pour l'anecdote en tout cas, il est marié à Mademoiselle de Blois. Et Mademoiselle de Blois est la fille adultérine de Louis XIV. Louis XIV aimait les jolies femmes et il y a eu quelques maîtresses qui ont duré quelques années. L'une d'elles a été Madame de Montespan. Le roi Louis XIV lui a fait plusieurs enfants et l'une de ses filles, il l'a titrée Mademoiselle de Blois. Il a obligé son neveu, qui ne voulait pas du tout de ce mariage parce que lui était un fils légitime, c'était les mœurs de l'époque, mais on l'a obligé à l'épouser. Voilà, c'est cet homme qui hérite de tous les pouvoirs royaux et qui va faire fonction de roi pendant que le jeune souverain désigné est dans l'enfance. Il n'est pas du tout un homme inintelligent, c'est un libertin, mais c'est son droit. Il est détesté à cause de ça, parce que le pays est assez catholique. Il n'admet pas les orgies que le régent fait d'une façon évidente, et notamment avec sa fille. Il trouve que sa fille est à son goût, et donc il la met dans son lit, paraît-il, assez souvent. Alors, le régent a un gouvernement, bien entendu, sous ses ordres, pour le pouvoir central. Il habite le Palais Royal, à Paris. Il a fui Versailles, qu'il déteste. Et, bien sûr, il gouverne en province par des hauts fonctionnaires. Qui sont ces hauts fonctionnaires? En France, il y en a 2. La France est divisée à l'époque en provinces, qu'on appelle aussi, sur le plan fiscal, des généralités. Province ou généralité, il y en a une trentaine à l'époque. Et le pouvoir central, c'est-à-dire le régent en espèces, est représenté dans chacune de ces généralités ou de ces provinces par 2 hauts fonctionnaires. L'un s'occupe des affaires militaires, il porte le nom de gouverneur, parfois c'est une autre terminologie qui est utilisée, par exemple commandant général, et puis pour les affaires civiles, c'est un intendant. Donc le régent Louis d'Orléans est un homme intelligent, pondéré, excellent politique, et il va essayer pendant des années d'amadouer les Bretons, parce que son but n'est pas du tout de les écraser, ce n'est pas un homme qui a cette forme de caractère. Il va essayer pendant quelques années de composer avec eux, notamment, vu la réticence extrême des Bretons. On sait que les Bretons s'opposent à tout, qu'ils ne se laissent imposer rien, qu'ils discutent en permanence. Eh bien, il va faire des concessions pendant 2 ans environ. Il va supprimer certains impôts. Il écoutera les remontrances. Il va même, ce point est important, il va même leur restituer ce que le roi Louis XIV leur avait enlevé, c'est-à-dire le droit de remontrance. Qu'est-ce que ça signifie? C'est très important. C'est que les Bretons, au sein de leur parlement et au sein de leurs États de Bretagne, ont la possibilité de faire des observations lorsqu'ils ne sont pas d'accord sur le montant des impôts, sur la nature des impôts, sur telle ou telle loi qu'on veut leur imposer. C'est tout de même très important. Et le régent de France, pendant quelques années, va être à l'écoute des Bretons. Malheureusement, la situation va être évidemment dépassée parce que les Bretons, à l'époque, lorsqu'on leur laisse un peu de pouvoir, ils en prennent davantage, et puis davantage, et puis davantage. Vous voyez la différence qu'il y a entre la situation de l'époque, où les Bretons protestent, et la situation actuelle, où tous sont couchés sur le sol. Je n'insiste pas, vous connaissez la situation. Comment le pouvoir royal français s'est organisé politiquement pour diriger la Bretagne depuis l'Île-de-France?
Alors, le problème ne concerne pas seulement la Bretagne, mais tous les États du monde qui sont arrivés petit à petit à un certain degré, ou même à un grand degré de centralisation, c'est-à-dire de centraliser l'essentiel des pouvoirs de l'État entre les mains du souverain. Alors, en France, de quoi s'agit-il? Les rois de France, à partir de Richelieu, grosso modo, désignent deux sortes de fonctionnaires pour s'occuper et pour gouverner les affaires principales des provinces. Les affaires militaires, on désigne un gouverneur militaire. Quelles sont ses fonctions? Recruter des soldats, veiller à l'état des forteresses, défendre les côtes s'il y a invasion, fabriquer des armes et de la poudre. Bref, le gouverneur est un gouverneur essentiellement militaire. Il y a eu des gouverneurs à partir du moment où Anne-Bretagne est devenue reine de France par son mariage avec Charles VIII. Il fallait bien, puisque le roi Charles VIII s'était accaparé tous les pouvoirs, qu'il ait des fonctionnaires locaux. Bien. Mais à côté de cela, il y a toutes les affaires civiles. Calculer les impôts, les lever, les faire rentrer, faire réparer les routes, s'occuper éventuellement des problèmes de santé publique, de la justice. Eh bien là, c'est une sorte de préfet qui porte pas le nom de préfet à l'époque, mais le nom d'intendant. Intendant. Ou encore, les Bretons affectent de ne pas lui donner son titre de monsieur l'intendant parce qu'ils n'en veulent pas. Ils lui font des misères jusqu'à 1789. Et il appelle monsieur le commissaire royal des partis en Bretagne pour la gestion des affaires du roi. Voilà. C'est évidemment humiliant pour l'intendant. On ne lui donne pas son titre, on lui en donne un autre, n'est-ce pas? C'est comme si on devrait le faire d'ailleurs, les préfets qui sont en fonction en France, on pourrait dire monsieur le représentant du pays occupant, n'est-ce pas? On pourrait fort bien ne pas l'appeler monsieur le préfet. Donc c'est ce qui se passe. Il y a donc des intendants en Bretagne, mais il faut dire, et c'est intéressant pour nous, c'est que pendant longtemps, alors que Richelieu meurt à peu près en 1643, si je me souviens bien, je ne me trompe pas, je me trompe que d'une année si je me trompe, et c'est lui qui a généralisé les fonctions d'intendant dans les provinces, mais les Bretagnes n'en ont pas voulu. On a nommé au début du règne de Louis XIV un intendant qui est venu essayer de prendre ses fonctions. La reine, et les Bretons lui ont dit, monsieur, la porte, c'est par là. N'est-ce pas, ce serait tout de même jouissif pour nous si les préfets venant prendre leurs fonctions, on leur disait, monsieur, vous pouvez prendre la porte. C'est en 1689 seulement, tant pis si je me trompe de quelques années, que les Bretons ont dû accepter la présence d'un préfet civil, en quelque sorte, d'un intendant, parce qu'ils étaient sous la coupe de Louis XIV, qui est un véritable tyran, et qui a fait tuer des Bretons en 1675, 14 ans auparavant. Voilà pourquoi les Bretons ont dû s'incliner, parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Ils n'ont pas d'armée pour dire à Louis XIV, nous ne voulons pas de vos intendants, et bien si vous ne voulez pas de mes intendants, je vous envoie les armées à nouveau. Voilà comment ça se présente. Donc, il y a deux hauts fonctionnaires, on les appelle des officiers à l'époque, un fonctionnaire pour les affaires militaires, c'est le gouverneur, qui porte parfois d'autres noms, le commandant général, et puis l'intendant qui est désigné en Bretagne par cette jolie appellation, monsieur le commissaire du roi, délégué pour la gestion des affaires du roi en Bretagne. Voilà. Alors, en 1716, c'est-à-dire un an après la mort de Louis XIV, le gouverneur militaire qui porte le titre de commandant général est le maréchal de Montesquieu. Il est évidemment désigné par le pouvoir central pour une durée déterminée, puisque c'est le pouvoir central qui lui donne ses fonctions et qui les enlève quand il estime nécessaire, et un intendant pour les affaires civiles, Fédot du Brou, B-R-O-U. Voilà, donc la Bretagne est donc sous l'emprise de ces deux hauts fonctionnaires qui sont en rapport très étroit. Tous les quelques jours, ils envoient des dépêches à Versailles et on leur donne des ordres. Ça n'a pas changé en France d'ailleurs, parce qu'il y a dans les régions en France des gouverneurs et qui ont de vastes circonscriptions sous leur directive. Par exemple, en Bretagne, nous avons à Rennes un commandant de la région militaire de Bretagne, sauf erreur de ma part, et puis nous avons des préfets. Il y en a 5 à l'heure actuelle, et à l'époque, il
Il n'y a qu'un seul intendant pour la province de Bretagne. Au moment de l'affaire dont nous parlons, l'intendant qui dirige la Bretagne est-il estimé des Bretons? Alors, l'intendant nommé à la mort de Louis XIV, l'année suivante, en tout cas en 1716, s'appelle Fédot du Brou. Fédot du Brou, B-R-O-U. C'est un homme jeune, tout à fait estimable, un fonctionnaire qui connaît ses fonctions. Il faut dire que les gouverneurs ont souvent été en butte avec les Bretons. Ils les ont souvent maltraités ou essayé de les maltraiter. Mais les intendants ont été des fonctionnaires tels qu'ils existent à l'heure actuelle. C'est-à-dire qu'il y en a eu de bons. Certains ont essayé de bien gouverner leurs fonctions dans l'intérêt de la France, bien sûr, puisqu'ils sont des fonctionnaires du roi, mais aussi dans l'intérêt de la province. Fédot du Brou fait partie de ces gens estimables. Il va essayer de se concilier les Bretons. Il va bien sûr gouverner dans l'intérêt du roi, il est là pour ça, mais aussi dans l'intérêt de la Bretagne. Alors, la question elle est intéressante. Est-ce qu'il est aimé des Bretons? Eh bien non. Écoutez, c'est facile à comprendre. C'est facile à comprendre. Est-ce que les préfets français, qui sont des étrangers pour nous aujourd'hui, en 2020, ils l'ont toujours été, eh bien, est-ce qu'ils sont aimés? Non. Ils gouvernent ce pays qui est pour eux un pays étranger, on ne peut pas les aimer. Notre but, c'est de gouverner nous-mêmes notre pays. Nous n'avons pas besoin d'étrangers pour ça. Nous savons faire. Eh bien, à l'époque, c'est pire, puisque la Bretagne a été transformée par le pouvoir royal petit à petit en une colonie, et il est évident qu'un fonctionnaire étranger, quelles que soient ses qualités intellectuelles, quelles que soient ses qualités humaines, est évidemment, il représente l'étranger. Il est donc détesté des Bretons, ce qui est normal. C'est une loi universelle. Lorsque dans un pays, quel qu'il soit, on met un gouverneur d'un pays étranger, comment réagit le pays? Eh bien, il essaie de se débarrasser de ce fonctionnaire, et il lui fait toutes sortes de misères. Et j'anticipe un peu parce que cette chose est importante. Et c'est important parce que je suis en train de rectifier toute l'histoire de la Bretagne. Les historiens bretons, avec 2Y, prétendent que les Bretons, en 1788, sont prêts pour être gouvernés par la France et pour en faire partie. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Le pouvoir français, en 1788 et en 1789, est absolument détesté pour la même raison. Les gens qui gouvernent la Bretagne sont des étrangers. On veut s'en débarrasser. Une seule anecdote. En 1788, l'intendant royal, son nom me reviendra, c'est-à-dire le préfet civil pour la Bretagne, se sent tellement menacé. D'abord, il est insulté tous les jours. On refuse de le fréquenter, on refuse de lui parler. Dans les rues, si on n'entend pas les insulteurs, il est insulté. Eh bien, en 1788, le représentant de la France, l'intendant, donc le préfet de région, si vous voulez, se sent tellement menacé dans sa vie que nuitamment, tenez-vous bien, c'est dire à quel point les relations sont tendues entre la Bretagne et la France pré-révolutionnaire, il s'enfuit nuitamment de Rennes pour mettre sa vie à l'abri et il va se réfugier au palais de Versailles. C'est pas beau ça, cette anecdote, hein, quand on nous dit les Bretons et les Français étaient prêts à tomber les uns dans les bras des autres. Non, ce n'est pas vrai du tout. En raison du refus de paiement d'impôts par les États de Bretagne à la France, comment a réagi le régent face à la fronde bretonne? Alors, il faut dire que ce n'est pas vraiment, au début, le refus de payer les impôts, ce sont les difficultés procédurales que les Bretons inventent sans cesse pour s'opposer aux demandes de Versailles. Bon, je vous ai dit que le régent, Philippe d'Orléans, est un homme intelligent qui ne souhaite évidemment pas qu'il y ait des troubles dans les provinces françaises ni dans la Bretagne. Donc, il fait des concessions et notamment, il supprime deux impôts. Il supprime un impôt important qui s'appelait l'impôt du 10e. Cet impôt avait été instauré par Louis XIV quelques années avant sa mort, et grosso modo, il signifiait que toutes les classes sociales, pour la première fois, c'est-à-dire y compris la noblesse et y compris le clergé, étaient tenus de verser au Trésor royal un 10e de leurs revenus, avec des exemptions, bien sûr, en faveur des gens qui bénéficient d'appui à Versailles et ailleurs. Bien. Alors, le régent supprime le 10e, ce qui est tout de même une concession importante.
Et deuxièmement, il accepte aussi que l'impôt qualifié de don gratuit, DON, gratuit, le don gratuit ne soit plus comme sous Louis XIV, voté par acclamation, c'est-à-dire sans vote, sans aucun vote, mais que les Bretons soient désormais autorisés, comme avant Louis XIV, de discuter et de cet impôt comme des autres. C'est aussi une belle concession qui devrait permettre d'avancer quelque peu. Mais il est bien évident que les Bretons, ça ne leur suffit pas, parce qu'ils sont chez eux. Il faut comprendre que l'état d'esprit est que la France est toujours un pays étranger, même si on fait semblant de respecter dans des formules officielles la personne du roi. La réalité, c'est que les Français sont un pays étranger. Donc ils en veulent davantage et ils vont se battre pour que tous leurs privilèges, ceux qu'ils possédaient du temps de la duchesse Anne, leur soient restitués. C'est-à-dire qu'il y a une véritable guerre juridique entre la France et la Bretagne. Chaque fois que le roi de France propose un impôt, on lui dit non. Alors, bien sûr, des pressions viennent du gouvernement de Versailles, et il faut bien que les Bretons, à un moment donné, s'inclinent et votent les impôts. En 1717, c'est le moment où la petite noblesse bretonne, celle proche des Bretons, contrairement à la grande noblesse qui s'est vendue à la France, va rédiger un acte d'union pour la défense des libertés de la Bretagne, qui est le début de la conspiration. De quoi parlait ce texte ? Alors, évidemment, la tension entre les États de Bretagne, le Parlement et le gouvernement français monte de 1715 à 1717. Les Bretons commencent à parler entre eux beaucoup plus, à essayer de s'organiser, et effectivement, le pouvoir faisant preuve d'une certaine faiblesse, c'est le moment de passer aux actes d'une manière plus efficace. Donc, ils ont l'idée de rédiger un texte qui est très important, qui s'appelle l'Acte d'union pour la défense des libertés de la Bretagne. Ceci se passe le 15 septembre 1717. Alors, de quoi s'agit-il ? C'est très important de le souligner, il ne s'agit pas de renverser le régime royal, non pas parce qu'on est des royalistes, mais avec quoi le renverserait-on ? Je vous pose la question. On n'a pas d'armée et toutes les fonctions importantes sont tenues par des collabos, par des gens qui sont nommés à Versailles et qui sont dévoués au pouvoir royal. Donc, il s'agit tout simplement pour les Bretons de se réunir et de faire pression sur le gouvernement central pour récupérer les droits qui leur appartiennent, les droits immémoriaux, c'est-à-dire ceux qu'ils ont appliqués pratiquement sans problème avec et sous leur duc jusqu'à l'annexion de 1532. Ce texte est intéressant parce qu'il est habile. D'abord, il ne met pas en cause ni le régent ni le roi. Il commence par de très belles formules, sous le respect, sous l'autorité de Sa Majesté le Roi et de Son Altesse Royale, le régent, les Bretons se sont réunis et ont décidé ce qui suit. Bon, il s'agit tout simplement pour eux de récupérer tous les pouvoirs qu'ils avaient avant l'annexion. Ils le disent très clairement. Et d'autre part, ils déclarent que ce texte est obligatoire pour tous les nobles. Il y en a en Bretagne, il y en a peut-être 1000, je n'ai pas le chiffre exact, mais qu'il est obligatoire pour tous les nobles de Bretagne et que ceux qui refuseront de signer cet acte d'union seront déchus de leur noblesse. Et ce n'est pas tout, on réclame le secret le plus absolu, qui est une erreur d'ailleurs, parce que à partir du moment où on parle de secret, le mot conspiration n'est plus loin, n'est-ce pas ? Donc, ils signent ce texte, qui d'ailleurs n'est pas du tout illégal. Tout le monde a le droit de réclamer. Les Bretons, on leur a rendu leur droit de remontrance à la mort de Louis XIV. Ils ont le droit de protester et de faire des réclamations qui leur sont propres. Donc, on est encore dans la légalité. Et alors, que fait-on ? Eh bien, un certain nombre de Bretons plus actifs que les autres font du porte-à-porte, si j'ose dire, c'est-à-dire de château en château, et réunissent des signatures. Et là, c'est intéressant, parce que bientôt on a réuni 100 signatures, 200, 300, 400, 500. Certains disent qu'on a réuni jusqu'à 700 signatures de nobles et de hauts bourgeois, ce qui est probable. En tout cas, on dépasse le chiffre de 500. Il y a donc un accord, non pas seulement tacite, mais signé de toute la Bretagne qui pense et qui est en mesure d'agir. Voilà, c'est l'acte d'union. C'est à partir de ce moment-là
que les choses vont tourner au vinaigre. On a pensé qu'en raison de connivence entre le duc du Maine, qui avait des vues sur le pouvoir du royaume de France, et les Bretons, ce projet de conspiration avait également été porté et soutenu par des Français. Qu'en sait-on aujourd'hui ? Alors, on est assez bien éclairé sur ce problème, et c'est là que les choses vont tourner mal. Parce que jusqu'alors, les Bretons ne font que réclamer. De toute façon, excepté les années dures du règne de Louis XIV, les Bretons ont toujours réclamé. À l'époque, ce sont des durs, c'est un langage qui est parfaitement adapté à la situation, et ils s'en servent. Le roi étant mort le 1er septembre 1715, ce ne sont pas seulement les Bretons qui sont mécontents. Je vous ai dit que tout le royaume est mécontent, et toute l'Europe est satisfaite de la disparition de ce tyran. En France, un certain nombre de provinces ont présenté des revendications musclées. Quelles sont ces provinces? Il y en a au moins 3 qui inquiètent le pouvoir central. C'est le Dauphiné, qui a été annexé tardivement, c'est la Franche-Comté et c'est la Provence. Les Bretons sont en relation épistolaire depuis très longtemps avec les mécontents du royaume, et il faut dire aussi que sous Louis XIV, grâce aux lettres qui s'échangent, ce sont eux qui mènent la résistance dans le royaume de France. C'est nous. C'est nous qui donnons là, en quelque sorte, des démarches que l'on doit faire. Donc, le pouvoir central est inquiet parce qu'il craint que ce mécontentement qui est général, la révolte gagne toutes les provinces françaises et que le pouvoir de Versailles soit mis en difficulté. Et ce n'est pas tout. Il y a aussi ce que l'on a appelé la conspiration de Célamare. De quoi s'agit-il? C'est très simple et il faut le savoir. Sur le trône d'Espagne règne un roi qui s'appelle Philippe V. Alors allez-vous dire que vient faire le roi d'Espagne là-dedans? Eh bien, vous allez comprendre, c'est très simple. Louis XIV a épousé la sœur du roi d'Espagne qui s'appelle Marie-Thérèse d'Autriche. Il lui a fait des enfants, il a eu 2 petits-fils. L'un s'appelle Philippe et a été titré duc d'Anjou. Or, en 1700, le roi d'Espagne, Charles II, meurt. Il n'a pas d'enfant mâle et il n'a pas d'héritier légitime selon la constitution espagnole. Alors il faut aller chercher dans un autre pays, ce qui est assez courant en époque. Et qui va-t-on chercher? Eh bien, on va chercher le petit-fils du roi Louis XIV et qui a vécu jusque-là en France son enfance et son adolescence. Son pays, c'est la France. Il ne s'accoutumera d'ailleurs jamais à l'Espagne et il cultive évidemment une très forte nostalgie de son pays, ce qui est aussi un phénomène naturel. Donc, Charles II étant mort en 1700 sans héritier, il désigne par testament, et après consultation de son conseil bien sûr, comme héritier du trône d'Espagne, Philippe d'Anjou, car celui-ci n'est pas seulement le petit-fils de Louis XIV, il est aussi le petit-fils de sa femme, bien sûr, Marie-Thérèse d'Autriche, qui à l'époque était la sœur du roi d'Espagne. Donc c'est un très proche parent du roi Charles II d'Espagne, et c'est pourquoi celui-ci, avec l'accord de son entourage, désigne comme successeur Philippe d'Anjou. Donc Philippe d'Anjou est sur le trône d'Espagne sous le nom de Philippe V, et à ce moment-là, il apprend que le royaume est quasiment soulevé contre le pouvoir de Versailles, qu'il y a des mouvements de mécontentement dans les provinces, et notamment en Bretagne. Philippe V désigne comme ambassadeur en France, à Paris donc, puisque le régent siège à Paris, le prince de Célamare. Et des contacts sont établis là, entre Célamare, le duc du Maine et le roi d'Espagne par leur intermédiaire. Il est décidé ceci. On va essayer de chasser le régent, Philippe d'Orléans, malgré sa valeur intellectuelle. On va le chasser car il est impopulaire et on va le remplacer par le roi d'Espagne, Philippe V, qui ne demande que cela parce qu'il aspire à revenir en France. D'abord comme régent, il remplacera Philippe d'Orléans, et ensuite comme roi, on réunira les États généraux de France et ceux-ci proclameront Philippe V, le roi de France. Il faut dire d'ailleurs qu'il y a un mouvement, on ne connaît pas très bien les limites, mais qui considère
qu'effectivement, Philippe, roi d'Espagne, a été dépossédé du royaume de France et qu'en réalité, c'est lui, l'héritier légitime du trône de France, au lieu du petit Louis XV, qui à l'époque 7 ans. Donc se met en place un complot que l'on appelle le complot de Celle-la-Mar, parce que Celle-la-Mar est l'ambassadeur officiel du roi d'Espagne en France, et des contacts sont établis avec les Bretons. On en a la preuve. Et donc, on se met d'accord sur le plan suivant. Les Bretons vont se soulever, ils vont lever des armées. Le roi d'Espagne enverra ses armées par bateau sur les côtes de Bretagne. On avancera ensemble vers Paris. On renversera le régime de Philippe d'Orléans. Et à ce moment-là, eh bien, vers la suite, les États généraux seront convoqués. Et si possible, on proclamera le roi Philippe V d'Espagne également roi de France. Voilà. Donc, c'est dans ce contexte qu'intervient la conspiration dite de Pont-Calais. Car, jusqu'alors, je l'ai souligné très fortement, les revendications des Bretons, d'une part, sont légitimes, d'autre part, elles sont légales. Elles se font dans le cadre du droit en vigueur en France et des prérogatives qui leur ont été reconnues. Mais à partir du moment où les Bretons se mettent d'accord avec un pays étranger, et les choses changent totalement de signification. Car se mettre d'accord avec un État étranger et mettre au point avec lui un projet d'invasion, ça s'appelle un crime de lèse-majesté, un crime de trahison, bien sûr, du point de vue français. Du point de vue breton, et j'insiste fortement en tant que juriste spécialiste du droit de cette époque, c'est tout à fait légitime. Les Bretons sont chez eux comme ils sont chez eux en 2020, n'est-ce pas? Donc chasser l'occupant est une préoccupation permanente au cours des siècles et des millénaires de la part des nations qui ont été envahies. Donc le point de vue breton est légitime, mais du point de vue français, il ne l'est pas. Et comme c'est eux qui possèdent les armées et la force de frappe, c'est de là que va naître le drame. C'est Pont-Calais qui, le 24 juin 1719, décide de réunir à Questinvers, à côté de Vannes, les signataires de cet acte d'union pour concrétiser leur action, et c'est également lui qui a encouragé les tractations avec l'Espagne. Peut-on considérer que Pont-Calais était le principal meneur? Non. Alors le drame de ce soulèvement, je dis le drame parce que pour ma part j'ai des regrets, n'est-ce pas? J'aurais souhaité que ça se traduise par un succès éclatant. Le drame de ce soulèvement, enfin de cette conspiration, c'est qu'il n'y a pas de véritable chef. D'abord, la haute noblesse n'y a pratiquement pas participé autrement que du bout des lèvres. Un certain nombre d'entre eux ont signé l'acte d'union et ont fait des promesses, mais bien entendu, ils ne sont pas là. Il faut dire que les chefs, et vous allez comprendre bien des choses, les chefs de la noblesse sont à l'époque le duc de Rohan et le duc de la Trémoille. Or, ces gens sont des gens qui sont au service de la royauté. Ils touchent beaucoup d'argent et beaucoup de privilèges pour leur complaisance. En somme, cela vous évoque tout à fait 2014 et la prétendue réunion de la Loire-Atlantique à la France. C'est le même mécanisme. On donne de l'argent à ceux qui sont instables et ils sont très souples, n'est-ce pas? Ils sont souples comme des gants, comme dit la Borderie. Donc, la haute noblesse, ceux qui tirent beaucoup d'avantages du système, oui, bien sûr, ils seraient bien d'accord qu'on puisse chasser les Français, mais ça leur coûte rien, n'est-ce pas? Donc, les Bretons qui essayent de mettre cela en place sont très mal organisés, ils se réunissent, il n'y a pas de tête politique parmi eux, il n'y a pas de chef. Il aurait fallu Alexandre le Grand pour chasser les Français. Or, nous n'en avons pas à cette époque, il n'y a pas de nominerie non plus. Donc, les conspirateurs bretons vont se réunir à droite, à gauche, dans les marchés, dans des hostelleries, dans des forêts. Ils organisent des chasses. Comme il n'y a rien d'intelligent parmi eux, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord et à construire un projet cohérent. Mais il semble, d'après les enquêtes qui ont été faites par les Français plus tard, que Pont-Calais a joué un certain rôle, peut-être un peu plus important que les autres, mais qu'il n'a jamais été le chef. D'abord, il n'en a pas la carrure. C'est un homme assez timide, c'est un homme qui est peureux, d'ailleurs il n'est pas courageux physiquement, c'est pas de sa faute, hein, il en existe d'autres, mais il n'a pas du tout l'âme d'un chef ni la volonté d'être un chef. Donc c'est quelque chose de très désorganisé qui se met plus ou moins en place et qui va droit à l'échec. Voilà.
Alors, que va donner ce complot en connivence avec l'Espagne? Eh bien, il va recevoir un début d'application. Le roi d'Espagne semble assez sincère dans son désir de revenir en France et d'envoyer des troupes à la Bretagne. Et effectivement, je pense que c'est au mois d'octobre 1719 que le premier ministre du roi d'Espagne, qui s'appelle Alberoni, qui est un cardinal d'ailleurs, a des contacts directs avec des Bretons et décide d'envoyer une flotte en Bretagne. Et effectivement, on arme à Santander, qui est un port du nord de l'Espagne, une flotte qui comporte, semble-t-il, 6 gros navires avec plusieurs milliers de soldats. Et un seul navire parvient sur les côtes de Bretagne, du côté de la presqu'île de Ruisse, et débarque seulement 300 soldats. Il est évident qu'on ne peut pas faire la conquête de la France avec des effectifs aussi minces. Pourquoi cette flotte n'arrive pas en Bretagne? Pour plusieurs raisons qui là sont assez mal élucidées. Les Espagnols invoquent des tempêtes, ce qui est impossible. C'est pas la première fois que des navires sont obligés de retourner à terre parce que les éléments sont déchaînés. Deuxièmement, la France a eu connaissance de ce complot et de cette alliance avec l'Espagne et a déclaré la guerre à l'Espagne. Par conséquent, les Espagnols sont dans une situation difficile. Ils sont en guerre avec la France, ils ont eux-mêmes des difficultés financières, leurs finances sont en mauvais état, leurs armées ne sont pas disponibles. Quelle sorte d'aide pourrait-il apporter à la Bretagne? Pratiquement aucune. Mais néanmoins, on sait qu'ils sont venus sur les côtes bretonnes et c'est là que la France trouve tous les arguments pour cette fois arrêter les complotistes qui sont identifiés en Bretagne et plus tard les faire exécuter. Il faut dire que la police et les espions de cette époque sont d'un très haut niveau, n'est-ce pas? Il ne faut pas croire qu'on est là dans l'amateurisme. Le pouvoir central a des espions partout, notamment par le gouverneur militaire de Montesquieu et surtout par l'intendant Fédot du Brou. On a fait des enquêtes, on a identifié les comploteurs et hélas, il y a eu des délateurs bretons en quantité qui ont touché des sous pour pouvoir dénoncer ceux qui ont le projet de libérer leur pays. Donc, le pouvoir français, étant parfaitement bien informé, fait des coups de filet. Il arrête et il emprisonne plusieurs dizaines d'hommes. Et Montesquieu, ça c'est très important, demande des armées au pouvoir central. Et il fait son entrée à Rennes avec 15 000 soldats. Vous vous rendez compte? Il y a quelques centaines de révoltés en Bretagne qui sont prêts à passer aux actes et on leur envoie, comme en 1675, 15 000 soldats. Que voulez-vous que fasse la Bretagne, qui n'a pas d'armée, devant ces menaces? Et bien, la plupart des gens se mettent en fuite. Certains partent dans les campagnes bretonnes, mais la plupart vont en Espagne, en Italie, en Hollande, en Allemagne, etc. Bientôt, il ne reste plus grand monde. S'il reste tout de même une centaine de personnes qui sont arrêtées, ce qui montre que dans cette affaire, il y avait tout de même du monde, n'est-ce pas? Donc, on arrête une centaine de personnes, on les parque à Nantes et dans d'autres prisons, et on prépare le procès. C'est une chambre de justice française qui se réunit à Nantes pour juger toute cette affaire. Est-ce qu'une chambre de justice française respectait la justice coutumière provinciale bretonne et est-ce que cette chambre était légitime? Alors, réponse claire, non. La compétence revenait normalement aux États de Bretagne et au Parlement, c'est-à-dire aux Bretons. Mais, au cours des enquêtes, et on l'a su très vite, c'est qu'un certain nombre de membres du Parlement breton, donc Haute Cour de justice de Rennes, et un certain nombre de membres des États de Bretagne font partie de la conspiration. Par conséquent, le pouvoir français comprend très bien que si on laisse les juridictions bretonnes juger de cette affaire, il n'y aura que des acquittements. Donc, le régent, qui est toujours en fonction, car nous sommes en 1719 maintenant, 4 ans après la mort de Louis XIV, désigne une chambre de justice qui siège à Nantes et qui va siéger du mois d'octobre 1719 au mois de mars ou avril 1720, c'est-à-dire pendant quelques mois. Et elle fait un travail d'instruction très approfondi d'ailleurs. On a conservé les archives et les conspirateurs sont interrogés longuement
et d'une façon très très précise. Donc il est clair que du point de vue breton, les Français ne sont jamais que des étrangers et sont illégitimes en Bretagne, mais du point de vue français, il y a complot contre le royaume et par conséquent, l'affaire est instruite dans ce sens-là. Il est évident aussi que cette chambre de justice ne décide pas seule. Elle est en rapport étroit. Nous avons évidemment les correspondances avec le régent et avec l'abbé Dubois. L'abbé Dubois est le premier ministre de l'époque, du cardinal. Donc le pouvoir central ordonne qu'on exécute les principaux. Car le souci du gouvernement français est d'obtenir la paix si possible et le calme. Et de leur point de vue, ça peut peut-être se comprendre, mais de notre point de vue, pas du tout. Ils décident de couper 7 têtes, dont celle de Pont-Calais. Alors, 3 sont en fuite, si je ne m'abuse, et il en reste 4. Alors, sur la place du Bouffay, le 26 mars 1720, eh bien, on coupe 4 têtes, celle de Pont-Calais et les 3 autres jugés également plus dangereux que les autres. Tout le monde intervient d'ailleurs à l'époque, ce procès est très impopulaire en Bretagne. Tout le monde intervient, notamment les 7 évêques bretons auprès du pouvoir. On demande l'acquittement parce que, pour les raisons que je viens de vous dire, c'est que, bien sûr, du point de vue français, ils appliquent le droit de l'occupant, mais du point de vue breton, c'est un soulèvement patriotique. Il ne faut pas l'oublier. Comment s'est comporté le roi d'Espagne Philippe V avec les conspirateurs bretons condamnés et en fuite dans son pays ? D'après les renseignements que l'on a, il s'est très bien comporté à leur égard. Il les a accueillis comme réfugiés. Certains ont fait de belles prières chez lui. Il y a même eu un breton ou 2 qui sont devenus généraux de ses armées. Et on dit, je n'y étais pas, mais ça me touche assez quand même, que lorsqu'il a appris que 4 têtes ont été coupées à Nantes, il a pleuré. Voilà. Alors justement, on a raconté au début la dernière journée de ces condamnés. Que peut-on penser aujourd'hui de ce soulèvement patriotique breton ? Était-ce une lutte justifiée contre la tyrannie française ? Je peux répondre d'une façon péremptoire. Je vous ai énoncé tout à l'heure toutes les raisons qui ont fait que cette conspiration s'est mise en route, que toute la noblesse bretonne a signé et qu'elle est unanime dans le souci de récupérer ces droits immémoriaux qui appartiennent à la Bretagne et non pas à la France. La France étant un pays étranger. Donc c'est bien un soulèvement patriotique. Il a malheureusement échoué parce qu'il a été mal organisé, mais pas seulement pour ça. C'est que la Bretagne, depuis 1675, est à genoux et n'a plus d'existence, plus d'armée, plus de moyens, plus d'argent, elle n'a que des dettes. Donc elle ne peut pas réussir, malheureusement. Mais sans aucun doute, c'est un soulèvement patriotique. Et les Bretons devraient en être fiers. La plus belle des victoires pour cet homme, est-ce que ce n'est pas d'avoir été chanté par le peuple et de faire qu'encore aujourd'hui, plus de 3 siècles après, les Bretons n'oublient pas leurs héros ? La réponse là aussi est très claire. Vous savez que dans tous les pays du monde, il y a besoin de fabriquer des héros. Que cette fabrication soit justifiée ou non par les qualités supposées des héros en question. Nominoé, par exemple, il était, je crois, un homme très cruel. Il a tué une quantité de gens, il a incendié des églises, etc. Mais il n'empêche que c'est un héros parce qu'il a réussi au IXe siècle à unir contre les Francs des armées qui ont conquis de vastes territoires. Eh bien, c'est la même chose d'une façon générale. C'est un mécanisme naturel qui existe dans tous les pays du monde, cette fabrication des héros. Il me semble qu'on est assez d'accord là-dessus, d'ailleurs, que Pont-Calais n'ait pas eu de grande qualité pour devenir un héros. Il était dur, il était cruel avec son personnel, il mettait même parfois ses serviteurs en prison dans son château, il achetait les marchandises de ses fermiers à un prix inférieur à ce qu'ils coûtaient réellement, il donnait des coups de bâton très, très aisément, il aimait ça. Donc ce n'était pas un homme très estimable. Mais le peuple ne raisonne pas comme ça. Il a vu très rapidement dans cet homme quelqu'un qui luttait pour le pays. Je vous ai dit que toute la noblesse, malgré tout, a signé, c'est-à-dire 700 personnes peut-être plus, peut-être moins. Mais ce mouvement est devenu rapidement populaire parce qu'il a symbolisé la lutte contre l'occupant.
Et ceci explique que petit à petit, et assez rapidement d'ailleurs, Poncalec, malgré ses faibles qualités, a été considéré par la population comme un héros. Et c'est pourquoi aujourd'hui, dans toutes les fêtes folkloriques, il y a toujours une bombarde ou un orchestre qui joue la guerre de Poncalec. Parce qu'effectivement, c'est un héros pour la Bretagne, avec des qualités assez maigres, mais c'est ainsi. Il fait partie de nos héros. Aujourd'hui, je n'en vois aucun se promener sur la scène politique bretonne. Louis Mélènec, en quelques années, vous êtes devenu l'incontournable historien de la Bretagne. Et comme ici aujourd'hui, vous avez été capable de nous résumer notre histoire en quelques phrases. Depuis combien d'années vous êtes-vous passionné pour l'histoire ? Oh, c'est une vieille aventure, n'est-ce pas? J'ai commencé à me passionner pour l'histoire à l'âge de 6 ans. C'est étonnant que ça puisse paraître. Notre institutrice, qui était une bigoudaine terrible, comme toutes les bigoudaines, n'est-ce pas? Elle s'appelait Madame Corcuche. Ce jour-là, et c'est le seul cours dont je me souvienne, elle s'est mise à parler de nos ancêtres et en remontant de génération en génération, elle est arrivée très vite aux hommes des cavernes. Et alors, je la vois encore nous montrant des images sur lesquelles on voyait un monsieur qui avait une massue dans la main droite et qui traînait sa femme par ses cheveux, n'est-ce pas? et alors, là, j'étais passionné parce que je découvrais un monde qui n'existait pas, celui de l'histoire de l'humanité. Et à partir de là, je me suis vraiment passionné pour l'histoire. Je ne me souviens plus de ce que j'ai appris chez Madame Corcuve, mais ça, je me souviens très bien. Et puis du bon roi Charlemagne, et puis du roi Saint-Louis, et puis du roi Louis XIV. Tout ça m'est resté en mémoire. Et à partir de là, je n'ai jamais décroché. Tout ça m'a semblé passionnant. Alors, pendant de longues années, je me suis intéressé à l'histoire de France pour la raison que vous savez, c'est que les Bretons n'ont jamais bénéficié, ceux de la génération et ceux d'avant, d'une histoire de la Bretagne. Donc ça a duré, j'ai commencé mes études de droit vers 20 ans à Nantes et il y avait là aussi à la faculté de droit une matière qui m'a également passionné, peut-être la seule, qui s'intitulait Histoire des institutions. L'histoire des institutions, c'est quoi? C'est la manière dont fonctionnent les gouvernements à toutes les époques. Dans l'Antiquité, chez les Romains, chez les Grecs, chez les rois de Bourbon, etc. Et ça m'a tellement passionné que je connaissais par cœur l'énorme livre d'histoire des institutions avant même de m'inscrire à la faculté de droit. Et j'ai concouru à 20 ans ou 22 ans. Il y avait un concours dans les facultés de droit à l'époque et j'ai concouru au concours d'histoire. Et puis le temps a passé et grâce à Yann Brequilia qui m'a offert son histoire de la Bretagne, j'ai découvert ce que je ne soupçonnais pas, que la Bretagne a été un vrai pays avec un vrai gouvernement, avec des ambassadeurs, avec une belle économie, etc. Et c'est là, vers 30-35 ans, que j'ai commencé à me passionner pour l'histoire de la Bretagne. Et comme vous le voyez, ce n'est pas fini. Alors, il y avait du travail à faire dans ce domaine parce que la France, notre marâtre, à partir de 1789 et surtout à partir de 1870, a remplacé notre histoire par l'histoire de France. Donc, le cerveau nous a été lavé très abondamment et constatant cela, j'ai pensé qu'il y avait des recherches importantes à faire et c'est là que je me suis mis à l'histoire de la Bretagne. Donc, comme vous voyez, je ne suis pas un jeune dans l'histoire de la Bretagne puisque, voyons, j'ai bientôt 79 ans et ça fait donc 72 ans que je m'intéresse à la Bretagne. Voilà. Dans les mois qui suivent, je vais terminer, peut-être avant même, un ouvrage important qui traite en 500 pages environ la guerre d'invasion de la Bretagne. Personne ne connaît cela, même pas les universitaires, surtout pas les universitaires, car ils ont fait obstacle à l'enseignement de l'histoire de la Bretagne. Donc ce livre traite des invasions de la Bretagne qui commencent au mois de mai 1487 et se termine en 1491, quelques mois après le mariage forcé d'Anne de Bretagne avec Charles VIII, roi de France. Dès maintenant, je livre cette démonstration clé qui termine ce livre, et ainsi les auditeurs et les lecteurs ne seront pas surpris. Anne de Bretagne, lorsqu'elle s'est mariée d'une manière forcée, après 4 années de guerre initiée par la France, était déjà mariée, lorsqu'elle s'est mariée étant forcée avec Charles VIII, elle était déjà mariée par procuration avec Maximilien d'Autriche.
Donc retenez déjà cette phrase clé, c'est que le mariage par procuration est canoniquement valable. Anne de Bretagne était donc mariée avec Maximilien d'Autriche, roi des Romains, futur empereur du Saint-Empire, et par conséquent, ce mariage, aux yeux de l'Église étant valable, elle ne pouvait pas, au regard du droit applicable à l'époque, se marier valablement, validement avec Charles VIII. En conséquence, mais je vais consacrer au moins 60 pages, sinon plus, à la démonstration juridique, Anne de Bretagne n'a jamais été mariée avec Charles VIII parce que la bigamie étant interdite, elle était canoniquement la femme de Maximilien. Et les enfants qu'elle a eus de Charles VIII étaient des bâtards. Voilà, tout cela sera démontré avec les articles du Code du droit canon et je pense entraîner l'adhésion et ce sera l'un des principaux apports de mes recherches sur cette époque. Il reste encore à faire, mais j'ai pratiquement terminé le circuit que j'annonçais lorsque j'ai commencé à me servir de l'ordinateur. D'ailleurs, on trouve cela dans une publication de 2007. Ce qu'allait être mon travail. Je pense que j'ai presque terminé le circuit. J'espère publier à la fin de l'année, après le livre bleu, un livre rouge, le livre rouge de la Bretagne. Et je vous annonce dès maintenant, ce ne sera pas triste. Voilà, nous espérons qu'en cette période de confinement, cette émission aura pu vous apporter quelques nouvelles connaissances de la Bretagne. Louis Mélènec conseille à tous ceux qui souhaiteraient en découvrir un peu plus concernant cette affaire les livres suivants: Pont-Callec, de l'auteur Pierre de la Condamine, et Histoire de la conspiration de Pont-Callec, d'Arthur de la Borderie, auteur qui m'a d'ailleurs apporté la matière dans son tome 6 de l'Histoire de la Bretagne pour vous faire le récit de cette triste journée du 26 mars 1720. La Borderie a aussi écrit à son époque de cette affaire ceci: ce sont les 4 derniers héros de l'indépendance nationale bretonne. Nous vous remercions d'avoir écouté cette émission. On se quitte à nouveau en écoutant Maro Pont-Callec dans son intégralité. Trugar et Vrasdanol, Kenavo. Reitur ammalus dita, Esos awet, Reitur ammalus dita, War Maro Pont-Callec jo gweit, Reitur ammalus dit, Reitur ammalus dita. Mignone wada vretona, Reitur ammalus dita. Mignone wada vretona, Reitur ammalus dita. Der Furisien laranchet, Reitur ammalus dit, Reitur ammalus dita. Ien l'aranchet, Reitur ammalus dita. Der Furisien l'aranchet, Reitur ammalus dita. Azo adu da halawet, Reitur ammalus dit, Reitur ammalus dita. Azo atauklas guascare, Reitur ammalus dita. Azo atauklas guascare, Reitur ammalus dita. Nodus namadu naleve, Reitur ammalus dit, Reitur ammalus dita. Wa condaunet, Reitur ammalus dita.
dan wakon daunet Reitur amalustita Na waparnet adipenet Reitur amalustid malustid Reitur amalustita Naglar donder vretone Reitur amalustita Naglar donder vretone Reitur amalustita Amalos rus der vuhisjen Reitur amalustid malustid Reitur amalustita Amalos rus der vuhisjen Reitur amalustid malustid